Après 15 ans de vie nomade et de voyage, Romain prépare sa plus grande aventure. À 19 ans, il quitte tout pour suivre son propre chemin. Fait de rencontres, de voyages et d'aventures. Amoureux de la nature et des grands espaces, ses multiples périples lui ont déjà fait parcourir plus de 11 000 km à pied. C'était mon navire, hein. J'avais des grandes idées déjà à l'époque. J'avais mis un énorme drapeau pirate derrière. Sa prochaine grande aventure, une traversée majeure des déserts australiens avec une charrette fabriquée de ses mains, sur plus de 3200 km. Franchement, c'était pas le truc le plus futé que j'ai pu faire. En guise de préparation, il est parti traverser 550 km de désert au Maroc avec sa charrette. Cet endroit, il est juste incroyable. De cette première aventure est né un livre, Mémoire du désert, qui met en évidence une aventure, mais aussi un chemin intérieur et une quête de sens. Pourquoi ? Pourquoi se mettre à la merci des éléments ? Pourquoi traverser un désert dépourvu de vie ? Qu'est-ce que ce genre d'expérience apporte ? Autant de questions auxquelles Romain va tenter de répondre aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode en compagnie de Romain Van Dijk. Bonjour Romain, on est très heureux de t'accueillir dans ce podcast. Et pour commencer, est-ce que tu veux te présenter à nos auditeurs ? Salut, merci de m'accueillir en tout cas, ça fait plaisir d'être là. Je m'appelle Romain Van Dijk, j'ai 34 ans et voilà, comme ça a été dit, ça fait 15 ans que je vis, on va dire, un peu sur la route. Je viens du nord de la France et maintenant je parcours le monde et j'ai un terrain dans les Pyrénées où je vis une partie de l'année quand je ne voyage pas. Où est venu ce goût de l'aventure en fait ? Comment ça a commencé ? Est-ce que ça a commencé depuis ta plus tendre enfance ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a déclenché ce goût de l'aventure ? Alors en fait, quand j'avais 19 ans, j'ai décidé de quitter mes études parce que c'était pas une vie qui m'intéressait vraiment en fait. Enfin voilà, en tout cas le schéma global qu'on me proposait, c'était pas quelque chose qui me convenait, donc j'avais envie de partir en voyage à l'époque. J'idéalisais beaucoup le voyage. Au début, je suis parti sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et de fil en aiguille, j'ai toujours eu d'autres idées de partir en Andalousie, au Maroc, en Laponie. Et maintenant, ça fait 15 ans que ça dure. Donc, après, c'est vrai qu'à l'époque, j'ai quand même dû répondre à certaines questions, on va dire, de qu'est-ce que je veux faire de ma vie, voilà, qu'est-ce que je vais faire si je veux pas voyager. En fait, assez tôt, j'ai compris que je voulais, si j'arrête de voyager, j'ai compris que je voulais acheter un terrain pour vivre, développer un projet d'autonomie, proche de la nature. Parce que moi, mon chemin, c'est vraiment la nature. C'est le point central de ma vie, c'est cette connexion avec le monde du vivant et la nature. Donc, vu que j'avais trouvé cette réponse assez tôt, je me suis dit, je suis pas besoin de faire des études pour rentrer dans un schéma qui me correspondait pas. Donc, j'ai continué mon chemin. Et voilà, maintenant, ça fait 15 ans que ça dure et c'est très bien comme ça. Et tu un peu une inspiration parce qu'on voit que c'est possible et il n'y a pas un schéma, il y avait un schéma à l'époque, mais il n'existe plus ce schéma et on peut tous vivre dans son schéma qui nous rend heureux, c'est le plus important, j'ai envie de dire. Exactement, c'est ça. Moi, c'est ce qui me correspond maintenant. Après, voilà, j'ai toujours été un peu différent depuis que je suis petit. J'ai toujours fait un peu les choses à ma manière. Après, il faut juste trouver son chemin. En fait, moi, c'est le mien. Donc, après, voilà, ce chemin, il correspond pas à tout le monde. Chacun fait les choses comme bon lui semble, quoi. Après, il faut pouvoir comprendre aussi ce qu'on veut et ce qu'on veut faire et s'en donner les moyens aussi. Et il y a des peurs aussi qu'il faut laisser de côté et pouvoir avancer. C'est important de se réaliser pleinement en tout cas. C'est vrai que parfois, voilà, il y a pas mal de gens, on perd un peu le sens aussi parfois dans nos sociétés de ce qu'on fait. Donc je pense que c'est important de retrouver du sens et de s'émanciper de certaines choses pour pouvoir se réaliser pleinement en fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu sais, j'ai décidé de l'expatriation il y a 15 ans en Australie pour changer complètement de vie. J'ai tout plaqué en France pour cette nouvelle vie et je n'aurais pas pris les rênes. Malheureusement, je serais peut-être toujours en France à faire le job que j'aimais plus et puis peut-être être enfermé dans cette vie où j'étais un peu étriqué. Donc, je comprends le schéma que tu as choisi en tout cas. J'ai une question qui me démange un peu. Donc, si ton aventure était un film, on en est à quelle scène aujourd'hui de ce film ? On en est à quelle scène? Écoute, ça serait plutôt au début, j'espère. À peu près un petit peu avant le milieu, tu vois, le premier tiers, avant le gros moment d'intrigue, je pense, je suis en train d'arriver dans une partie où c'est les choses sérieuses qui commencent à prendre un peu forme. Donc j'ai passé l'adolescence, ouais, jeune adulte, ouais, c'est premier tiers du film. J'espère qu'il va durer longtemps le film. Je te souhaite qu'il dure le plus longtemps possible en tout cas. Tu as écrit cette aventure n'est pas une quête de record. Alors c'est quoi exactement la quête ?
En premier lieu, c'est une immersion dans la nature. C'est d'abord une quête des grands espaces et de l'immensité d'une nature brute et intacte. C'est ce qu'il y a en Australie. C'est des espaces qui sont juste démentiels. Voilà, c'est vraiment cette quête-là. Et après, c'est une quête aussi un peu de sens. En fait, à travers ça, je cherche aussi à... On va dire, c'est un peu les contradictions, hein. C'est la symbolique du serpent. C'est mon projet s'appelle La Trace du serpent. Donc, je travaille beaucoup avec cette symbolique. En fait, c'est l'ombre et la lumière, c'est la dualité. En fait, c'est l'extrême solitude qui, paradoxalement aussi, met en évidence le besoin de partager. Le désert, c'est le vide, c'est la solitude. C'est aussi ça qui permet aussi de travailler sur soi-même et de mettre en évidence le lien avec les autres, en fait, le besoin de partager. Je vais aussi, on va dire, c'est un laboratoire pour étudier le lien avec les autres. Donc, c'est aussi une quête de sens, on va dire, un chemin aussi intérieur. Parce que le désert, la symbolique de la traversée du désert, c'est quand même aussi un cheminement intérieur, hein, on va dire, c'est un peu la terre aussi des prophètes, hein, tous les prophètes traversent le désert. Enfin, il y a quelque chose de symboliquement fort aussi. Je pense que c'est aussi un miroir sur nous-mêmes. C'est ça aussi avant tout, quoi. Donc, une immersion dans la nature et une quête de sens. C'est une très jolie réponse. Alors, on va revenir sur ton passé, mais on va parler déjà de pourquoi l'Australie et pourquoi vouloir traverser l'Australie avec une charrette, quoi. Tu aurais pu choisir n'importe quel moyen de locomotion. Pourquoi l'Australie, premièrement? Bon, je pense que le désert va peut-être répondre à la question. Et aussi, pourquoi le faire à pied avec une charrette? Moi, je suis déjà venu 2 fois en Australie, je connais un petit peu le pays. En 2016, j'avais traversé déjà le désert, j'avais déjà des idées comme ça à l'époque. J'avais traversé avec un vélo. Bon, c'était un vélo complètement naze, mais j'ai traversé le désert à 1000 km à partir d'Alice Springs. Donc, je connais un petit peu le pays. Et voilà, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais longé le désert Simpson. C'est une idée qui a germé à ce moment-là quand j'étais sur mon vélo. Et de fil en aiguille, à force voilà, de voir, de m'inspirer de ce qu'ont fait certaines personnes. Et j'en suis arrivé à l'idée de vouloir traverser le désert Simpson. Je me suis dit, bah tiens, ça serait bien de continuer pour la symbolique jusqu'à l'océan, parce que voilà, arriver devant l'océan après avoir traversé le désert, c'est l'aboutissement du voyage. Donc l'Australie, voilà pour ça, puis pour les grands espaces aussi, parce que ben, c'est des espaces qui sont juste énormes en fait. Voilà, principalement, c'est pour ça. Après, bah, à pied, moi, mon chemin, c'est ça, c'est la nature et c'est aussi le voyage lent. Bon, je fais pas que ça, j'ai fait, bon, c'est vrai, je vais y aller en avion en Australie, hein, mais disons, j'aime bien voyager à pied. En 2011, quand je suis parti en voyage, quand j'ai commencé mon voyage, quand j'avais 19 ans, j'idéalisais beaucoup le voyage à pied. Et c'est comme ça que je voyais le voyage vraiment comme un pèlerin, comme quelqu'un qui marche. Voilà, je voulais traverser des pays à pied, vraiment vivre simplement, quoi. Au début, je suis parti faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc chaque année, je faisais des marches. Donc j'ai cette quête-là, en fait, de voyager à pied. Donc voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivé à monter ce projet de traverser l'Australie à pied. Et après, bah, la charrette, c'est venu de source avec la marche, parce que du coup, ben, en fait, c'est un moyen technique pour pouvoir réaliser mon projet, parce que les distances là-bas, elles sont tellement grandes entre deux points d'eau que le faire sans charrette, c'est impossible. C'est des centaines de kilomètres entre les points d'eau, donc voilà, c'est pour ça que j'ai fabriqué la charrette. Et la charrette, elle vient avec toi en Australie ou tu vas la fabriquer en Australie en arrivant? Et non, je l'ai déjà, la charrette. Bah, j'ai traversé 550 km de désert au Maroc avec ma charrette, je l'ai fabriquée moi-même. C'est une charrette, bah, une belle bête, quoi. C'est 42 kilos d'acier, donc elle est indestructible, mais c'est costaud, quoi. Non, je l'ai fabriquée en France, dans mon jardin. En fait, c'est pas une charrette qu'on peut trouver dans le commerce. Je peux lui mettre dessus 180 kilos. Tu la traînes à la force de tes bras? Oui, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Oui, au maximum, elle fait 220 kilos. C'est pour ça que j'ai fait mon premier test au Maroc aussi, parce que ben, c'est vrai que c'était bien beau de faire des calculs sur le papier, mais au bout d'un moment, il fallait que je juge de la faisabilité du projet. Après, j'avais déjà des premières pistes, parce que en fait, j'ai beaucoup étudié certaines traversées d'aventuriers, notamment un Belge et un Polonais australien. C'est Michael Kozok et Louis-Philippe Lonck qui ont traversé le désert Simpson à pied avec une charrette, du coup, qu'ils avaient tous les deux fabriqué maison. J'avais déjà ces premières informations. Je sais qu'il y a déjà des traversées de ce genre-là qui ont été réalisées avec des charrettes de voilà, 150, 200 kilos. Voilà, je savais que c'était possible. En tout cas, je partais pas à l'aveugle non plus. Donc la mienne est un peu plus lourde, par contre elle est ultra robuste. Donc voilà, j'avais besoin de faire une première expérimentation. C'est pour ça que je suis parti au Maroc pour traverser 550 km de désert, c'est-à-dire 120 litres d'eau dès le départ, plus toute la nourriture, pour avoir vraiment une idée concrète de ce que c'est que de traverser avec 220 kilos, quoi.
On va revenir sur justement tout ça et j'ai envie de revenir encore plus en arrière maintenant avant de reparler de la préparation de l'Australie parce que c'est quand même hyper intéressant et c'est là où on est, donc on a envie d'entendre ce qui va se passer. Mais j'ai envie de parler de l'année 2016, l'instant serpent et ce que ça a déclenché dans ta tête en fait. C'était à l'époque, je traversais le désert australien avec mon vélo. Alors, c'était pas le même équipement, c'était un vélo qui était complètement pourri. J'ai acheté des sacs de congélation chez Coles à 2,50 $. C'était mes sacoches de vélo que je faisais tenir avec un tendeur. J'avais scotché les trucs avec du Chatterton, avec du scotch. Enfin, c'était une épave. C'était mon navire, parce que je m'imaginais traverser le désert sur mon navire, parce que j'avais des grandes idées déjà à l'époque. Donc j'avais déjà acheté une remorque pour le vélo avec 3 mâts, j'avais mis un énorme drapeau pirate derrière et je m'imaginais lever la grand voile, avancer avec le vent. Et tous les jours j'ai eu un vent de face, impossible d'avancer, même dans les descentes, il fallait pédaler sinon le vélo il s'arrêtait. Et ça c'est sur la Holgan Railways, du coup je suis parti d'Alice Springs pour aller vers Murray, à côté du lac Eyre, donc j'ai dû faire 1000 km. Après sur comment ça s'appelle, la Oodnadatta Highway. Et un matin, en fait, je me suis levé, j'étais sur mon vélo, il était tôt le matin, il devait être 9 h. Et d'un coup, j'ai vu un énorme serpent traverser la piste. C'était une bonne bête, hein, il était quand même bien bien gros. Et voilà, il était énorme, quoi. Et moi, ouah, ça m'a surpris. Et en fait, ce serpent, il se dirigeait vers le désert Simpson. Et c'est ce désert-là maintenant que je veux traverser. Et puis après, je travaille beaucoup avec la symbolique du serpent. Donc sur ce projet, il s'appelle la trace du serpent. Donc l'origine, c'est aussi ça. C'est quand je traversais à l'époque sur mon vélo. J'ai vu ce grand serpent se diriger vers le désert Simpson. Et moi maintenant, bah, je vais suivre la trace du serpent qui traversait le désert Simpson. Ah, c'est génial, c'est une super symbolique, rien de l'entendre, ça me donne des frissons en tout cas et c'est une belle histoire que c'est un peu le signe du serpent qui t'a poussé vers ce désert, enfin qui va te pousser vers ce désert en tout cas. Je travaille beaucoup avec cette symbolique du serpent en fait par rapport à ce voyage-là, ça s'appelle la trace du serpent, donc par rapport à ça et à la symbolique aussi spirituelle du serpent qui est la dualité et qui est aussi bah c'est pour les aborigènes, c'est le serpent arc-en-ciel, c'est la création en fait, c'est souvent lié à la création le serpent, mais la création c'est aussi la dualité entre le soleil, la lune, donc je trouve qu'il y a quelque chose de puissant dans la symbolique du serpent. Ouais. Tu t'es ensuite lancé dans un projet d'autonomie dans les Pyrénées dont on a un peu parlé rapidement tout à l'heure. Qu'est-ce que cette période t'a appris et ça a été une sorte de mutation pour toi? Bah alors mon projet dans les Pyrénées, il a fait suite à un événement compliqué que j'ai traversé. J'ai un peu arrêté de voyager pendant un moment. J'ai un peu plus travaillé pour acheter le terrain, pour développer mon terrain. En fait, c'est la suite logique de ma vie. En fait, qu'au bout d'un moment, bon, c'est vrai que à l'époque, ça faisait déjà plus de 10 ans que je faisais que voyager constamment, hein, parce que moi, j'ai jamais loué d'appartement. C'est vrai que j'ai toujours vécu dehors ou à droite à gauche, quoi. Donc bon, au bout d'un moment, c'est vrai que j'avais quand même besoin d'avoir un endroit avec mes affaires. Donc j'ai acheté un terrain dans la montagne, dans les Pyrénées, avec une grange foraine. Donc c'est un endroit, faut venir en 4x4, hein, c'est entouré de forêts, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Enfin si, j'ai un petit panneau solaire, je récupère l'eau de pluie. Donc alors maintenant j'arrive à être autonome, mais mon projet de vie c'est d'être autonome. Donc voilà, produire mon électricité, récupérer de l'eau de pluie. Et faire un potager, j'ai planté une cinquantaine d'arbres fruitiers. Donc une partie de mon projet maintenant c'est là-bas. Après, là, je me rends compte que je passe beaucoup, beaucoup de temps tout seul là-bas et que je passe beaucoup de temps à travailler tout seul. Et au bout d'un moment, je me dis, waouh, bon, je suis encore jeune, j'ai encore envie de voyager, donc je peux pas rester là-bas, en tout cas pour l'instant, tout le temps, parce que voilà, j'ai toujours ce besoin de voyager et de bouger. En fait, c'est comme ça que je me réalise en fait à travers le mouvement. Moi, c'est mon chemin. Et j'ai envie de te poser une question par rapport à, parce que tu as fait beaucoup de voyages, comme tu le dis, et ça fait un moment que tu baroutes pas mal et que tu fais beaucoup d'aventures. Donc, le changement du romain 2011-2016 au romain d'aujourd'hui, 2024-2026, qu'est-ce qui a changé en fait dans ton rapport au voyage, dans ton rapport au risque et tous les règles qui t'entourent en général, quoi. C'est vrai qu'avant, je faisais des projets, enfin même avant, surtout avant 2016, quand je suis parti en 2011, mes projets ils étaient beaucoup moins structurés. Je partais avec rien, quoi. Enfin, même quand je suis arrivé en Australie en 2016, je venais de traverser tout le Népal à pied pendant 3 mois. J'avais pas prévu du tout d'aller en Australie quand je suis parti de France. Je suis venu en Australie pour trouver du travail, donc j'ai pris un PVT et je suis arrivé avec 300 euros, quoi. Donc j'ai survécu, j'ai dormi sur un banc le premier soir à Perth. Vraiment, j'avais des voyages qui étaient pas du tout structurés. Le premier voyage que j'avais fait en 2011, j'étais parti avec 200, 300 euros. Enfin, j'avais rien de structuré. Maintenant, mes voyages, ils sont beaucoup plus structurés. Je pars avec des budgets. Je trouve des partenaires, des sponsors. C'est complètement différent et c'est normal parce que j'ai évolué, j'ai grandi.
Après, par rapport au risque, c'est paradoxal, mais là, par exemple, ce voyage en Australie, c'est une des expéditions les plus engagées. Là, j'arrive sur une maturité de projet qui est assez avancée, on va dire. Après, le risque, il est étudié, il est mesuré, donc voilà, j'ai un téléphone satellite, tout ça. Enfin, tout est étudié en fait en amont, donc là, je vais avoir deux assurances. Enfin, je suis préparé, quoi. Alors que c'est vrai par exemple, en 2016, quand j'ai traversé tout le Népal à pied, j'avais même pas une assurance voyage, quoi. J'avais rien. Et à l'époque, j'étais beaucoup moins conscient que maintenant, quoi. J'ai des choses à y repenser maintenant. Je me suis dit, mais franchement, c'était pas le truc le plus futé que j'ai pu faire, quoi. C'était un peu limite. Mais voilà, après, voilà, j'ai évolué, j'ai grandi aussi. Même si je me permets de faire, on va dire, certaines aventures ou de me lancer dans certains projets qui peuvent être plus, on va dire, risqués quand on voit les choses comme ça. Mais derrière, c'est quand même structuré et bien étudié. Le nouveau Romain est un peu plus mature, des risques plus mesurés et plus préparé pendant ses voyages. Donc, Exactement, ouais, c'est ça. donc c'est un super enchaînement parce qu'on voulait parler de préparation. Donc, bah, il y avait la préparation donc, au Maroc pour préparer, c'était un peu le test pour préparer ce gros voyage en Australie. Alors, avec du recul, ce voyage au Maroc, quelle était la plus grosse leçon pour toi sur le terrain? Bah, je dirais, ce voyage au Maroc, c'est vraiment tester la charrette et mon équipement, mais oui, principalement la charrette avec le poids. Donc, c'est la première partie, on va dire ouais, la première centaine de kilomètres qui m'a vraiment fait prendre conscience du poids que je tracte. 220 kilos, dans le sable, ça roule pas. Mais après, voilà, c'est sur du terrain plat, ça roule très bien. Le problème, c'est vraiment le sable. Donc là, j'ai pris conscience que c'est un itinéraire que je voulais faire, par exemple en Australie, dans le désert Simpson. À la base, je voulais traverser d'ouest en est. Et du coup, bah là, ce premier test au Maroc, il m'a fait reconsidérer mon itinéraire parce que je pense que, en tout cas, la traversée d'ouest en est, non, d'est en ouest, elle est, enfin, c'est pas possible, c'est compliqué avec mon poids parce que déjà la charrette est lourde. Donc, je pense que en fait, c'est un millier de dunes de sable à traverser parce que c'est que des dunes parallèles du nord au sud. Et en fait, cette traversée-là, dans ce sens-là, c'est trop compliqué. Donc j'ai changé mon itinéraire, je vais faire du coup du nord au sud en suivant le même itinéraire qu'avait réalisé le Polonais australien Michael Kozok, avec qui je suis en contact. Du nord au sud, c'est beaucoup plus simple, j'ai pas besoin de traverser toutes les dunes. Donc voilà, ce premier test, il m'a fait prendre conscience de ça, au niveau de mon itinéraire, quoi. Donc j'ai dû adapter mon itinéraire principalement. Après juste voilà, quelques petits éléments dans ma préparation que je dois optimiser, par exemple les roues. Parce que ça m'est arrivé deux fois en fait, la valve des chambres à air, elle s'est arrachée. Donc c'est même pas une crevaison, c'est juste au niveau de la valve, ça s'est arraché. En fait, il faut que je règle ce problème, donc il faut que je mette un gripster, puis il faut que je rajoute aussi des systèmes anti-crevaison dans les pneus, c'est-à-dire que je vais coller des ceintures de sécurité à l'intérieur du pneu. Et j'ai aussi des inserts en mousse et je vais rajouter une bande de caoutchouc de quelques millimètres en plus et des chambres à air de moto de 4 millimètres. Et je pense qu'avec tout ça, normalement, je devrais pas crever. En fait, je suis aussi plus ou moins ce qu'a fait Michael Kozok. C'est important de s'en inspirer s'ils l'ont déjà fait, ils sont passés par là. Et bon, il y a plein d'aspects techniques auxquels nous, gens de tous les jours qui font pas 3200 km au milieu du désert avec une charrette, on pense pas. Mais je pense qu'il y a plein d'aspects techniques où tu veux pas perdre ta chambre à air, ta roue pendant le chemin, évidemment, parce que c'est compliqué pour fixer ce genre de choses en plein milieu de nulle part. Et c'est des petits détails qui paraissent peut-être bêtes en y pensant, mais qui sont hyper importants pour toi parce que bah, c'est là où tu vas tracter ton eau et puis tout ton matériel, quoi. Oui, non, c'est hyper important, surtout que sur les traversées en sentier, il y a pas trop d'autres options, quoi. Il faut que la charrette, elle roule, et sinon, il faut abandonner la charrette, partir à pied avec des bidons d'eau, utiliser le téléphone satellite. Enfin, c'est pas des scénarios trop envisageables. Enfin, c'est pas ce que j'ai envie de vivre, en tout cas. Mais donc, oui, la préparation, elle est vachement importante, en fait. Et donc, je pense que c'est le seul point faible, en fait, au niveau technique, au niveau de la charrette, c'est les roues. On parle justement des problèmes et c'est une question qui me vient maintenant. Quand ça devient dur, justement, parce que bah, il faut avoir un mental d'acier, tu t'appuies sur quoi? Comment est-ce que tu fais pour pas faire demi-tour? Bah, sur la préparation, quoi, à la base, faut préparer le projet. Après, parfois, il faut savoir faire demi-tour aussi, hein, faut prendre les bonnes décisions. En fait, quand on le sent pas,
il n'y a pas de honte à faire demi-tour, hein. Mieux vaut faire demi-tour et en revenir plutôt que voilà, faire n'importe quoi, hein. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé dans la montagne, parce que je fais beaucoup de marches en montagne. Parfois, il y a des sentiers, on le sent pas, le sentier, il est douteux, ou parfois, il n'y a pas de sentier, ou c'est... Bah ouais, si on le sent pas, on revient, quoi. Donc, après, faut juste se connaître, connaître ses capacités, et voilà, faut pas faire n'importe quoi, c'est important. Oui, bon, tu as un mental d'acier quand même, parce que pour faire une telle traversée à pied, je pense que bah, le mental est le plus important, le physique évidemment, mais le mental fait quand même une grande partie de ce voyage, quoi. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Après, bah, ça fait 15 ans que je fais des marches. J'ai dû faire plus d'11 000 kilomètres. Donc, dans ma tête, en fait, j'ai l'habitude, j'ai l'habitude de vivre comme ça. Ouais. Ça fait, ouais, c'est pareil. Ça fait 15 ans que je vis dehors. J'ai dû camper peut-être 2 ou 3 000 nuits. Enfin, je suis pas dans ma routine, mais en fait, j'ai pas forcément les mêmes niveaux d'aisance matérielle, on va dire, de confort que tout le monde, quoi. Donc, j'arrive à me contenter de peu, en fait, et c'est ça aussi mon cheminement de vie. Au final, c'est aussi le minimalisme et un peu le retour à la simplicité, en fait. Et c'est aussi ce qu'apporte la marche. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien la marche, parce qu'en fait, les choses reprennent de leur sens, en fait. Par exemple, par exemple, juste de manger à une table, par exemple, quand on mange tous les jours par terre, bah voilà, le jour où on trouve une table, quand on marche, on est content, mais c'est juste une table. Mais en fait, chaque chose reprend un peu plus de sens, en fait, par rapport à ce mode de vie-là. Ça paraît tellement simple quand on parle, tu sais, on a l'impression que tu pars faire une marche dans le parc. Moi, je suis effrayé rien qu'à l'idée de faire ce que tu fais parce que bah, les serpents, déjà, j'ai vraiment peur des serpents, j'ai une phobie. Et puis partir tout seul dans le désert avec les chaleurs, bah, les dangers en Australie, l'endroit où tu auras, il y aura sûrement des dingos, enfin, il y a quand même des animaux dangereux, etc. Donc, ça paraît tellement simple quand toi t'en parles, mais ça ne l'est pas tant que ça, quoi. Je me pose des questions aussi, hein, faut pas croire. Non, non, non. Le Maroc, oui, le Maroc, j'avais aucune appréhension. Le Maroc, c'était aller promener le chien. Et j'aurais pas pensé ça il y a 10 ans, hein, parce qu'à l'époque, j'avais aussi traversé le Maroc à pied en quelle année? En 2014. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune et ouais, j'ai eu plein d'appréhensions avant d'aller dans la partie désertique. Mais maintenant, avec l'expérience que j'ai, le Maroc, c'était vraiment un test. Bon, il y a juste un moment où des gens m'ont fait douter un peu, donc j'ai juste bien réfléchi. Voilà, je me suis dit, bon, il y a quand même pas mal de gens qui m'ont mis en garde. Mais après, oui, l'Australie, enfin, j'en parle comme ça, mais j'ai quand même beaucoup d'appréhension aussi. Je sais que ça va bien se passer parce que voilà, j'ai confiance en moi, mais et en mon chemin. Mais j'ai conscience que ça va être un énorme voyage et ça va être, je pense, peut-être un des plus beaux que je vais faire en fait. Ça va être juste incroyable. Mais après, oui, j'ai conscience qu'il y a quand même des dangers. Enfin voilà, il y a la faune sauvage, hein, principalement pour moi, c'est ça, c'est les serpents, les dingos, les dromadaires aussi, les attaques des dromadaires, ça peut arriver. Après, tout ça, c'est des risques, encore une fois, qui sont mesurés. Parce qu'après, au niveau de l'eau, je peux pas vraiment me perdre. De toute façon, j'ai un téléphone satellite avec un GPS à communication satellite, plus un téléphone, plus une carte, une boussole. Donc, ouais, on va dire que je peux pas me perdre. Si je manque d'eau, j'appelle téléphone satellite. Il y a un avion qui va venir me larguer une réserve d'eau, quoi. Donc, bon, mais après, oui, les serpents, faut pas marcher dessus, faut pas se faire mordre. Après, j'ai des guêtres quand je vais marcher. Donc il y a ça. Après, bah, les dingos, pareil, je vais avoir un air horn, un truc pour faire du bruit au cas où. Après, normalement, les dingos, ils attaquent pas les gens. Mais c'est arrivé il y a pas longtemps d'ailleurs. Il y a une Canadienne qui est décédée. Mais c'est toujours à Fraser Island que ça arrive. Donc c'est lié au tourisme aussi, parce qu'il y a trop de tourisme au même endroit avec une forte population de dingos. Ils ont l'habitude de l'homme, du coup, ils ont plus peur. Et, ils s'approchent et voilà, ils sont trop habitués à l'homme, quoi. Donc dans le désert, ils sont plus craintifs. Mais toutes ces questions-là, je me les posais même pas. À l'époque, en 2016, quand j'avais traversé avec mon vélo, j'avais pas de téléphone satellite, j'avais juste mon téléphone normal, quoi. J'avais rien, j'étais parti comme ça, quoi. Donc, enfin, voilà, maintenant, bah, j'ai une préparation qui est sérieuse derrière, donc je suis conscient qu'il y a des risques. Après, voilà, encore une fois, ces risques, ils sont mesurés, ils sont étudiés, et puis après, bon, on s'en fait une grande image, mais il n'y a pas des serpents partout non plus, et en vrai, ça va quoi. C'est pas non plus. Enfin, il y a plein d'aventuriers qui ont traversé l'Australie. Bah, Michael Kozok, lui, je crois, il a fait 14 000 kilomètres. Bon, il n'a pas fait que à pied, mais il a fait aussi un peu de vélo, un peu de roller. Je crois, il a fait avec une charrette aussi, du coup, et il a fait pas mal de moyens différents pour traverser l'Australie. Ça lui a pris ouais, 14 mois, il me semble. Ouais.
14 000 km. Et bon, bah voilà, il y a des gens qui ont réalisé des énormes traversées à pied en Australie, où je pense à Sarah Markey aussi, qui a marché pendant je sais plus combien de temps là-bas, qui a fait tout le tour à pied. Bon, en vrai, tout le monde s'en sort, hein, en général. Et en général, ça le fait assez bien, quoi. Et il faut être préparé, comme tu le disais, ça va me faire rebondir sur la prochaine question. Donc, tu m'aides vraiment à rebondir sur les prochaines questions, donc c'est super. C'est justement la préparation. Donc là, j'imagine que c'est. Alors, déjà, dis-nous la date de départ dans la prochaine question. Et aussi, quelles sont les choses, les dernières choses que tu dois verrouiller pour que tu partes serein. Donc là, tu nous as parlé un peu des derniers aspects techniques de la charrette à préparer. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu dois préparer avant le départ? Et donc, quand est-ce qu'il est le grand départ? Ouais, alors moi je pars le 3 mai. J'ai un avion Barcelone-Melbourne. J'ai la chance de partir avec une compagnie chinoise parce qu'en ce moment les avions qui passent par le Qatar, c'est un peu compliqué. Donc heureusement que j'ai pris mon billet via la Chine. Et après bah principalement c'est le budget. C'est le même problème que tout le monde, je pense, c'est l'argent. Il faut que je règle, enfin faut que je finisse mon budget, ouais. Bon, je sais que je vais y arriver d'une manière ou d'une autre, mais c'est un truc qu'il faut que je finisse de boucler. Et après, c'est les permis, parce qu'il me faut beaucoup de permis pour traverser les territoires aborigènes. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien pouvoir les avoir avant de partir, pour partir serein. Après, normalement, c'est en cours. Là, j'ai envoyé toutes les demandes. J'ai reçu le premier, c'est pour Woomera, c'est une zone militaire en fait qui est aux alentours de Cooper Pedy. Donc j'ai reçu le premier, et après les autres c'est des territoires aborigènes, donc j'attends les réponses. Après ça faisait partie aussi de la préparation, c'est avant de lancer officiellement le projet. Moi, j'ai étudié tout le projet en amont pendant très longtemps. Et voilà, j'ai aussi contacté des gens qui avaient fait des traversées similaires et j'ai cherché pas mal d'informations sur est-ce que c'était possible d'avoir ces permis-là quand on est à pied, quoi. Parce que bah, les gens n'y vont pas à pied en général, les gens passent, il y a certains endroits, c'est des pistes, en fait, par exemple la Ann Biddle Highway, c'est une piste hyper isolée dans le grand désert Victoria. Mais ouais, les gens traversent en 4x4, quoi. Mais je sais qu'il y a déjà des gens qui l'ont traversé à vélo. Pas beaucoup, mais ça s'est déjà fait. Donc j'ai contacté ces gens-là qui m'ont dit ils n'ont pas eu de soucis pour les permis. Après, bah, le désert Simpson a déjà été traversé à pied. L'itinéraire que je veux faire, il a déjà été fait par Michael Kozok. Il n'y a pas de raison que je puisse pas les avoir non plus, ces permis. Donc c'est pour ça que j'avais déterminé la faisabilité du projet à l'époque. Bon, je te sens bien préparé parce que même moi, agent de voyage qui parle de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande à mes clients à longueur de journée, il y a même des noms que tu m'as cités que je ne connais pas parce que bon, voilà, c'est pas des régions que les clients visitent et on voit que tu as quand même une grosse recherche et que tu pars pas complètement à l'arrache. Non, 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 pas du tout. Non, ça fait 1 an et demi que je prépare le projet. Alors moi, je suis quelqu'un de très pratique, donc j'ai envie de rentrer dans le pratique un petit peu parce que bah, je me pose des questions stupides que n'importe quel être humain va se poser probablement. Donc, bah, où tu dors pendant ce voyage et puis comment tu te nourris, comment tu t'organises dans la vie de tous les jours en fait par rapport à la nourriture, au ravitaillement et puis bah, au couchage également. Je fais du camping, hein, comme j'ai toujours fait, hein. J'ai une tente, je fais du camping, quoi. Tous les jours, je mets ma tente, je dors dedans. C'est comme ça que j'ai appris à voyager. En fait, quand je suis parti en 2011, j'ai toujours voyagé. Moi, je pars jamais en voyage sans ma tente. C'est ma tente. En fait, mon sac à dos, c'est ma maison, hein. Clairement, je vis. Enfin, j'ai toujours ma tente, mon réchaud pour me faire à manger. Donc voilà. Après, pour me faire à manger, j'ai mon réchaud, ma gamelle. Je peux pas me faire des trucs très élaborés, mais bon, ça me permet de me faire à peu près ce que je veux, quoi. Des pâtes, de la semoule, des légumes. Je peux me faire à peu près tout ce que je veux, en fait. Donc, c'est comme ça. Je fais camping, quoi. C'est comme ça que je vis principalement. Et en aventure encore plus, quoi. Alors, surtout en Australie, parce que de toute façon, c'est des distances là-bas qui sont énormes. Donc, enfin, c'est sûr qu'il n'y a pas d'autre option que faire du camping, quoi. Donc, il y a quelques endroits, je vais croiser des. Enfin, de toute façon, moi, je vais pas non plus trop à l'hôtel. Enfin, si, sauf quand c'est pas cher dans certains pays, je peux me permettre un peu plus. Mais bon, en Australie, c'est pas les mêmes budgets non plus. Je vais pas à l'hôtel tous les jours, quoi. Donc, vivre dans la nature. Donc, c'est comme ça que je fais, ouais. Je suis un peu jaloux parce que je pense que tu vas voir les plus beaux, les plus belles nuits étoilées au monde parce qu'il n'y aura pas de pollution de lumière. Donc ça, je pense que ça sera un moment sûrement magique pendant ton voyage. Mais comment tu feras pour le ravitaillement? C'est un peu la question qui me passe par l'esprit parce que je pense qu'au milieu du désert, il n'y aura pas de ravitaillement. Bah, c'est là que la charrette intervient. Je peux prendre avec moi 20 kilos de nourriture s'il faut ou plus. Donc, principalement, je vais emporter avec moi toute ma nourriture. Mais il y a certains endroits où j'ai prévu de me faire envoyer de la nourriture par la poste.
Donc soit je vais me faire mon colis avant et je vais me l'envoyer et le temps que j'arrive à pied, il sera toujours là le colis, ou soit je vais demander à des gens que je connais en Australie de m'envoyer les colis de nourriture à des adresses que j'aurai données à des dates précises. Donc il y a quelques endroits où je vais devoir faire ça, notamment sur la Hanbiddle Highway, c'est à Ilkurka Roadhouse. En fait, c'est à partir de Cooper Pedy, il y a 750 km à faire pour arriver à une station-service au milieu du désert où il n'y a rien d'autre et c'est que de la piste et peut-être pendant une semaine tu croises personne, hein. C'est vraiment hyper isolé, hein. Donc il y a 7 stations-service au bout de 750 km et après il faut refaire 500 km de plus pour arriver à Warburton. C'est une petite communauté aborigène qui est un peu plus au nord. Mais donc oui, à cet endroit-là, vu qu'en plus je dois être autonome en eau sur une énorme distance, 550 km à minima. Donc là, j'ai des problèmes de poids. Donc là, cet endroit-là, c'est sûr que je vais devoir me faire envoyer un colis de nourriture voilà, parce que je peux pas prendre 1300 km de nourriture, c'est trop. Donc oui, il y a plusieurs endroits comme là où je dois me faire envoyer des colis de nourriture, quoi. Sinon, je vais le faire de mes courses. Et en parlant de kilomètres, justement, tu feras combien, enfin, c'est quoi le plan des kilomètres journaliers? Combien de kilomètres tu peux faire à pied chaque jour dans des conditions désertiques? Bah, je dirais en général, c'est entre 20 et 25. Ouais, 25. En fait, ça dépend du terrain. En fait, c'est souvent la même question, quoi. Ça dépend du terrain et du poids de la charrette. Mais je dirais entre 20 et 25, c'est une bonne moyenne que je peux tenir sur le long terme. Après, sur des sections, on va dire, plus courtes, par exemple sur la Han Middle Highway, là, je sais déjà que cette section-là, ça va être très sportif parce qu'il faut vraiment que j'avance par rapport à la quantité d'eau que je trimballe. Plus je mets du temps, parce que le problème, c'est que plus je mets du temps à marcher, et plus j'ai besoin de jours, et donc plus j'ai besoin d'eau, mais plus j'ai d'eau et plus j'ai de poids, donc plus c'est compliqué, donc plus ça me prend du temps. Et donc en fait, après, tu arrives dans une courbe où c'est exponentiel et après tu t'en sors plus, quoi. Donc là, il falloir que je fasse 30-35 km par jour pour pouvoir avancer suffisamment vite pour pouvoir abattre la distance avec la quantité d'eau que je vais avoir, quoi. Et après, il y a aussi le terrain, donc s'il y a beaucoup de sable, c'est plus compliqué. Après, je sais du coup, les expériences passées des autres aventuriers, Michael Kozok, lui, il a fait la traversée du désert Simpson en hors sentier. Moi, c'est le cœur de mon projet, hein, c'est ça aussi, c'est vraiment le Simpson. Moi, ce désert me fascine. Et donc, lui, il avait fait une moyenne de 24 km par jour en hors sentier avec une charrette qui était chargée, je pense, à pareil, 170 kilos, il me semble. Donc après, oui, vraiment, ça dépend du terrain, quoi. Donc ça peut aller sur de la piste facile à 30-35 km. Comme ça peut être certaines sections, ça sera peut-être que, avec le poids et tout, ça sera peut-être que 10 ou 15 km certains jours, parce que trop de poids, trop de sable, terrain compliqué, voire moins même peut-être. Et d'autres sections plus roulantes, 35 km. Donc le plan sur toute la traversée, ça serait donc 3200 km, c'est ça? Ça sera en combien de Ouais, temps? minimum 5 mois. Et là, en avançant vite sur certaines sections, du coup, par exemple sur la Middle Highway, il faudra que je vois, une fois que je serai arrivé plus au nord, en approchant de la côte ouest, dans le grand désert de sable, une fois que je serai arrivé dans cette zone-là, il faudra que je vois la météo, ce que ça donne, parce que je vais arriver déjà là-bas à l'entour de mi-octobre, parce qu'après, c'est la saison des pluies qui revient, donc les températures qui remontent, les risques d'orage, de pluie, donc chaleur, humidité, donc du coup, j'ai besoin de beaucoup plus d'eau, donc ça complique un peu les choses, donc il faut juste que, à la fin, je vais voir, je vais adapter aussi par rapport à la réalité du terrain, parce que si je vois que la dernière partie en ressentier que je veux faire, il fait déjà 35 degrés et que j'ai besoin de beaucoup trop d'eau et que si je juge que ça commence à devenir dangereux, enfin dangereux, que c'est pas une bonne idée, voilà, je peux modifier, on va dire, mon itinéraire ou m'adapter, quoi. Mais ouais, grosso modo, ça sera entre 5 et 6 mois. Maintenant, on va parler un peu de la documentation de ces voyages, de ce voyage et des voyages du passé. Ce qui m'intéresse déjà, parce que bah voilà, il y a plein de choses à prendre en considération pendant ce voyage et tu viens de nous en parler. Et comment tu trouves la bonne balance entre vivre l'instant et vivre l'aventure et filmer l'aventure? Ben, filmer, en vrai, ça me sort pas de l'instant, en fait. Au contraire, parfois, je suis beaucoup plus attentif à beaucoup de choses, à la lumière, parce que j'essaye de prendre des belles images. En fait, mon but, c'est aussi vraiment de ramener des belles images et de pouvoir transmettre ça aussi aux gens. Donc, je suis vraiment assez sensible à ça, quoi. La lumière, les petits détails. Donc, parfois,
je passe beaucoup de temps aussi à observer beaucoup plus plein de petites choses et j'ai envie de dire bah même je vis même un peu plus les choses parce que souvent je fais le trajet plusieurs fois parce que je passe, je reviens chercher la caméra, je repasse donc en fait ça me prend surtout beaucoup de temps en fait c'est le problème enfin le problème c'est le truc chiant c'est que ça me prend du temps parce que bah mes journées de marche elles sont hyper complètes je me lève pas aux aurores le matin le matin en général je suis assez tranquille mais voilà, le matin, je prends mon temps, mais par contre, toute la journée, voilà, jusqu'à ce que la nuit tombe, en fait, je marche et filmer, ça me prend quand même pas mal de temps dans ma journée, quoi. Donc, c'est vrai que c'est le seul problème, quoi. Mais sinon, moi, ça me sort pas de ma réalité, en fait. Je vis quand même mon voyage pleinement. Donc, moi, ça me dérange pas. Et tu prévois de faire un film sur la traversée du Sahara sur YouTube. Qu'est-ce que tu veux que le spectateur ressente à la fin et comment tu t'y prends? Oui, bah en fait, mon but à travers ces films, en fait, c'est de bah, partager mon aventure déjà. C'est des, voilà, c'est un peu des films d'aventure que je veux faire. Parce que moi, j'ai toujours été passionné par bah, même les livres d'aventure. Hein. À l'époque, j'ai toujours lu voilà, Tesson, tout ça, c'est des grands noms. Ouais. C'est ce que j'ai envie de transmettre, en tout cas, voilà, la pure aventure, quoi. Et donc à travers ces films, en fait, aussi, je veux bah, voilà, faire partager un peu aux gens le quotidien et l'expérience humaine que ça suscite. Ça peut être bah, l'émerveillement des beaux paysages, c'est la passion, ma passion pour la nature, et parfois aussi le doute, la peur aussi, ou les émotions en tout cas qu'on traverse aussi quand on fait ce genre de choses, quoi. Donc moi principalement c'est ça, et aussi bah, peut-être certains messages. Ça c'est un peu plus développé dans le livre parce que bon, par l'image, on essaye plus de montrer en fait. Mais en tout cas, oui, une quête de sens et un retour à l'essentiel, un mode de vie sobre en fait. En tout cas, c'est ce qu'apporte la marche. Tu as un peu rebondi aussi en même temps sur la prochaine question, parce que je voulais justement parler du livre. Pourquoi un livre en plus de la vidéo? Bah parce que le livre, il y a plus de profondeur en fait dans le livre. Il y a des choses que j'ai intégrées dans mon livre qui sont, on va dire, aussi très personnelles, mais c'est pas, on peut pas tout raconter par l'image. Et enfin après bon sinon c'est vraiment du cinéma moi j'en suis pas encore à ce niveau-là mais et le livre il y a beaucoup plus de profondeur en fait les deux supports se complémentent. C'est vrai que le livre il est beaucoup plus profond en fait. Ça fait longtemps que je pensais à écrire un livre. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais encore on va dire au lycée, j'écrivais pas mal à l'époque. Et là je pense que c'était le bon moment pour moi d'écrire ce premier livre sur ce voyage au Maroc. Après, c'est pas qu'un récit d'aventure, parce que ça s'appelle Mémoire du désert, donc ça reparle au fait d'anciennes histoires que j'ai vécues au Maroc, parce que ben, dans mon voyage au Maroc, je suis repassé par des endroits où j'étais déjà passé, et donc ça parle de ces anciens voyages que j'ai faits, et qui résonnent avec les thèmes que j'aborde dans le livre. Bon, j'en dis pas plus, il y a certaines histoires que j'ai pas envie de forcément de parler sur Internet parce que je trouve qu'elles n'ont pas leur place sur Internet. C'est des choses qui sont un peu personnelles et je pense que j'aborde ça avec de la profondeur dans le livre et je préfère que ça reste comme ça. Mais voilà, c'est chaque support en fait a sa spécificité et je pense que voilà vraiment les deux se complètent. Et alors, je voulais en parler à la fin du livre, mais si les gens qui nous écoutent aujourd'hui veulent acheter le livre, où peuvent-ils le trouver? Bah alors sur mon site internet, j'ai mon site internet Romain Van Dyck. Qu'on mettra dans la description de la vidéo, comme ça ils pourront la retrouver. Exactement, ouais. Ça va être le point de base et après de ça, ça sera possible soit sur Amazon, soit sur The Book Edition. On le mettra dans la description pour que les gens qui nous écoutent aujourd'hui puissent se trouver. Juste une question justement, est-ce que tu as prévu de documenter donc l'Australie de la même façon, sortie d'un film et sortie d'un livre également? Oui, bien sûr, ouais. Bah, en fait, en parallèle, j'ai une chaîne YouTube aussi. Donc c'est pareil, le film sur le Maroc, il sort sur YouTube. Donc celui-là, il est à disposition gratuitement, ainsi que tous les épisodes que j'ai fait sur le Maroc, il y en a 6. Et pour l'Australie, ça sera pareil, donc je vais faire à peu près une dizaine d'épisodes sur YouTube. Et mon but après, quand je serai revenu en France, c'est de faire, bah, d'écrire un deuxième livre sur l'Australie et de faire un film. Le Maroc, c'était aussi un entraînement à tous les niveaux, mais bah, mon but pour ce film pour l'Australie, c'est vraiment de faire
vraiment un beau film, quoi. Enfin, j'essaye de m'améliorer à chaque fois, mais mon but ultime, c'est de pouvoir faire des festivals de films d'aventure pour présenter mon film là-bas et après pouvoir diffuser mon film. Et après pouvoir le vendre aussi, et après bah aussi financer aussi mes prochaines expéditions comme ça. Et pour ça, j'ai racheté encore pas mal de matériel pour ça. Et après le livre aussi, en parallèle aussi, qui va aussi compléter le film. Exactement, ouais. Bon, en espérant retrouver ton aventure un jour sur Netflix ou sur Amazon Prime et que tu deviennes célèbre en tout cas, parce que bah, c'est une inspiration d'entendre toutes tes aventures et les documenter, pouvoir les partager avec des gens qui peuvent pas forcément vivre ces aventures. Je pense que bah, c'est hyper chouette de pouvoir le vivre à travers tes yeux et j'ai vu quelques-unes de tes vidéos sur YouTube et c'est vraiment très chouette en tout cas. Ouais, bah merci, hein, c'est gentil. Et j'aimerais bien donc, bah, si tu voulais transmettre à quelqu'un qui rêve de vivre un peu bah, la vie que tu vis toi, est-ce que tu aurais, par rapport à toutes tes années d'expérience, des conseils à leur donner en fait? Bah, faut juste se lancer en fait, hein. C'est pas après, bah au début on fait peut-être des erreurs. Après, est-ce que c'est vraiment tant qu'on fait pas de grosses erreurs, ça va. Après, c'est de l'apprentissage, donc bah c'est sûr qu'au final l'erreur c'est quelque chose de positif si on sait apprendre de ses erreurs et évoluer. Donc après au début ça arrive. Surtout maintenant à l'époque où on vit. Tant qu'on laisse de côté nos appréhensions et qu'on se lance, en fait, maintenant on vit dans une époque où on a Internet, on a tout un tas de technologies qui font que c'est hyper facile, en fait. On a la connaissance du monde dans notre poche, dans notre smartphone. On peut contacter qui on veut, on a des téléphones satellites, il y a plein de trucs qui existent. En vrai, c'est pas comme à l'époque, il y a 100 ans où il y avait pas de téléphone, il y avait pas internet, enfin, c'est voilà, on vit dans une époque, l'information est à profusion partout, donc en vrai, c'est pas compliqué. Donc s'il y a des gens qui ont envie de vivre, cette vie-là, que ce soit juste faire des voyages ou des aventures à pied ou faut juste se lancer et se poser les bonnes questions aussi et voilà, faire ce qu'on a envie en fait, et voilà, c'est important, hein. Alors, je vais avancer un peu les choses parce que j'imagine que là, le gros focus est la préparation de l'Australie et ce voyage de 5-6 mois qui t'attend. Mais est-ce que justement, dans ta tête, il y a déjà des choses qui sont en train de se faire pour le futur? Est-ce que tu as déjà des projets que tu aimerais faire ou des choses, d'autres aventures sur lesquelles tu es en train de travailler ou penser? Moi, tu sais, je pense à beaucoup de choses. Ah, j'ai 36 milliards d'idées dans ma tête, c'est compliqué. Après, souvent, mes idées, parfois, avec le temps, elles changent un peu. Mais mon idée après l'Australie, je sais que ça va être une traversée quand même très engagée, physiquement, mentalement, et ça va être magnifique. Et donc, j'aimerais bien rentrer bon, en stop, on va dire, ou je sais pas, mais aller en Indonésie et rentrer d'une manière, on va dire, plus naturelle que l'avion et en passant par la Chine, l'Asie centrale. C'est mon idée après l'Australie, c'est de faire ça. Donc, faudra voir comment ça va se passer cette année 2026. Mais l'idée, ça serait ça, fin 2026, de partir en Indonésie, rentrer en stop, peut-être prendre un peu le bus ou voilà, où je m'en fous, mais essayer de faire du stop parce que bah, j'ai dû faire 100 000 km en stop dans ma vie. Je suis un grand autostoppeur. Je trouve que c'est une belle manière de voyager en fait et d'aller à la rencontre des gens. Donc, en fait, c'est aussi la deuxième étape. De ce que je disais en fait aussi de la symbolique du serpent en fait l'Australie le désert c'est la quête du rien, c'est un peu l'œuvre noire des alchimistes, c'est la traversée du désert, c'est le néant, c'est la mort et c'est le vide en fait. Et de ça en fait, par principe de dualité, apporté par la symbolique du serpent, en fait la solitude extrême appelle le besoin de partager, d'aller à la rencontre des gens. Donc en fait la deuxième partie, ça serait du coup bah, aller un peu plus à la rencontre des gens, quoi, du coup, après le désert. Et donc, voilà, rentrer en stop et rencontrer des gens. Et passer par l'Asie centrale, j'aimerais bien. C'est un voyage que je voulais faire à l'époque, juste avant qu'il y ait le Covid, j'étais parti sur mon vélo. Je voulais retourner en Australie à l'époque, donc je suis parti de France, je suis arrivé jusqu'en Croatie, et là il y a eu le Covid, du coup j'ai dû arrêter, mais je voulais traverser l'Asie centrale à vélo, passer par le Kirghizistan, le Kazakhstan, moi, c'est des pays que je voulais vraiment visiter, et voilà, mon idée après l'Australie, ça serait d'essayer de passer un peu là-bas, un peu en Asie du Sud-Est, et après remonter par la Chine, le Kazakhstan, en fait. Donc ce projet, en fait, il y a trois étapes, en fait, c'est d'abord le désert, après la rencontre des gens, et après la restitution de l'aventure, quoi.
Je suis impressionné parce que tu vois, tu es un nomade, tu es un voyageur, mais tu es un mec hyper organisé. Moi, je sais pas ce que je mange demain soir et toi, tu as déjà un plan pour les 2, 3 prochaines années, quoi. C'est-à-dire que il y a l'aventure australienne, il y a peut-être cette aventure d'autostop absolument incroyable et à l'opposé total, comme tu viens de l'expliquer, de la traversée du désert avec la rencontre des populations et des gens sur ta route. Et puis après, ouais, tu as toute cette période de montage et d'écriture. Donc, tu es quand même un mec hyper organisé. Bah, c'est ce que je disais, ça, c'est ce qui a changé avec le temps. Avant, en 2011, je suis parti, c'était pas comme ça. Je partais avec 200 balles, je partais en stop, je survivais à droite à gauche, hein, vraiment. Je sais, enfin, mais voilà, j'ai vécu ça pendant des années. Et voilà, maintenant j'ai des projets qui sont hyper structurés. Et c'est important aussi pour moi de savoir aussi où est-ce que je vais, quoi. Je pense qu'il faut pas rester bloqué dans des schémas de pensée. Donc, moi, j'essaye d'évoluer aussi. Et de faire un peu pas mal de choses différentes aussi, quoi. Mais pas rester bloqué dans un mode de fonctionnement, c'est bien. C'est hyper chouette en tout cas. Et donc justement, là, tu as donné l'eau à la bouche à beaucoup de personnes qui nous écoutent maintenant. Est-ce que tu as un Instagram où les gens peuvent venir suivre tes aventures? Je pense que tu as parlé de ta charrette, ils ont envie de voir à quoi elle ressemble. Donc où est-ce qu'ils peuvent voir ces images? Donc est-ce que tu peux nous partager ton Instagram et aussi le nom de ta chaîne YouTube où ils vont pouvoir voir tes anciennes vidéos et la prochaine qui arrivera pas maintenant, qui arrivera dans probablement 1 an et demi. Mais voilà, si tu veux nous donner le nom de tes réseaux pour que les gens puissent te suivre. Bah, on peut me suivre sur mon nom principal, c'est Romain Van Dijk. J'ai changé mes noms de réseau là il y a pas longtemps, donc c'est maintenant sur YouTube et Instagram Romain Van Dijk. Principalement après, je me focalise plus sur YouTube. Instagram, c'est un peu secondaire, mais donc j'essaye de faire plutôt des formats longs sur YouTube. Mais après, de temps en temps, je partage 2, 3 posts sur Instagram, mais principalement, je me focalise sur YouTube. Donc, ouais, mon nom, Romain Vandic, il y a aussi mon site internet, du coup, Romain Vandic. J'ai tout simplifié, j'ai tout mis au même nom. Qu'on repartagera dans la description. Et tu disais que tu recherchais des sponsors. Donc, s'il y a des sponsors qui écoutent la vidéo aujourd'hui, j'imagine qu'ils peuvent aller faire des donations, de contacter directement via ton site internet qu'on partagera. Oui, oui, il y a mon contact sur mon site internet. Donc, c'est possible de me contacter. Et moi, je suis ravi de pouvoir discuter de ça, de collaboration, en tout cas avec des partenaires. Moi, j'en cherche encore pour ce projet-là. Donc, si ça intéresse des gens, des entreprises, de faire une collaboration, c'est avec plaisir. Bah, en tout cas, je te souhaite une belle aventure. Si tu passeras pas vraiment dans notre coin, mais si tu es dans notre coin, en tout cas, un moment sur la côte Est, passe prendre un petit café ou viens dîner avec nous. Bah, avec plaisir, ouais, ça roule. On sera ravis de t'accueillir en personne au bureau. Et si, donc là, c'est la fin du podcast. Un mot de la fin avant de terminer? Bah, je sais pas trop quoi dire, un mot de la fin. Mais écoute, en tout cas, merci de m'avoir invité pour ce podcast. Et bah, après, si voilà, si les gens qui regardent ça, ça vous intéresse de faire des aventures à pied ou juste d'aller camper dans la nature, bah écoutez, faites ce que vous avez envie de faire dans votre vie, en fait. C'est important de vivre ses inspirations et de faire ce qui nous plaît. C'est important. Et de se poser les bonnes questions aussi. C'est un beau mot de la fin. Bah, merci beaucoup Romain. En tout cas, merci d'avoir partagé ce podcast avec nous. C'était hyper intéressant d'échanger. Je pense qu'on aurait pu passer beaucoup de temps à parler de ton aventure parce qu'il y a encore beaucoup de choses à développer. Ce qui serait hyper chouette, sûrement, ça serait de se reconnecter peut-être au retour de voyage pour justement que tu nous racontes ton aventure et nous raconter bah, les challenges que tu as rencontrés et nous parler aussi bah, de tout ce qui s'est passé. Donc là, on a eu l'avant. Ce serait génial d'avoir l'après. Bah écoute, avec plaisir, ouais. Et merci à tous de nous avoir rejoints sur ce nouveau podcast et on se rejoint très prochainement pour un nouveau podcast Vans Travel. Bonne soirée à tout le monde et à bientôt.